Merci. Merci d'abord à Jean-François pour l'invitation à ce colloque qui constitue pour moi un pas de côté par rapport à mes intérêts habituels. Je suis plus dans la topographie romanesque et là récemment les personnages destructeurs. Mais bon, ici malgré tout, j'ai trouvé mon compte dans cette recherche où j'ai examiné des narrateurs machiniques qui s'auto-disloquent un peu, qui sont des experts en autodissolution, dirons-nous. Donc merci pour votre présence et pour votre écoute. La littérature contemporaine questionne à plusieurs égards les fondements et le caractère aussi irréductible de ce que l'on nomme l'individu. Dans l'introduction à leur dossier, le roman contemporain au détriment du personnage, paru dans l'Esprit créateur, René Audet et Nicolas Xanthos affirment d'ailleurs, et je les cite, que la remise en question de l'unité de l'individu est sans doute le trait le plus marquant de la littérature actuelle. Cette remise en question passe notamment, nous disent les auteurs, par l'insistance sur les composantes désubjectivées de l'intériorité, c'est-à-dire une espèce de réduction aux percepts, aux affects, aux processus cognitifs à la dérive. Plus ponctuellement, cette unité fragilisée du personnage peut aussi se signaler par une sorte d'indétermination réciproque du sujet et de l'objet, où le réexamen du statut du second vient par rebond miner l'autonomie apparente du premier. Ainsi, de nombreux personnages et narrateurs des fictions contemporaines se présentent comme des êtres composites, forgés à partir de différentes greffes, extensions et prothèses. On peut penser, pour ne nommer que ceux-là, à Topuria, cet homme gru dans le roman Au plafond d'Éric Chevillard, paru aux éditions de Minuit. On pourrait aussi, dans un tout autre ordre d'idées, évoquer Réparer les vivants de Mélis de Carangal, où l'on suit le parcours, ou plutôt l'épopée d'un cœur transplanté d'un jeune surfeur à une femme dans la cinquantaine. Au Québec, on peut aussi évoquer Ataraxie de Caroline Georges, où la narratrice, adepte de chirurgie esthétique, est en quête perpétuelle d'un corps hygiénique et sublime. On pourrait également évoquer Xavier Mortens, ce Frankenstein nouveau genre, doté d'un GPS intégré à son cerveau, dans le roman Musical de Gaétan Soucy. On évoquera finalement, mais très brièvement, Suréquipé de Grégoire Courtois, où une voiture organique, Jean-François l'a bien montré, doit subir une sorte d'interrogatoire après que son propriétaire ait été porté disparu. Aujourd'hui, je m'intéresserai plus précisément à deux romans, l'un français, l'autre québécois, qui mettent en scène ce que j'appelle pour le moment des narrateurs machiniques. Donc le roman Très grande surface d'André Benchetrit, paru aux éditions Léo Cher, et Bureau universel des copyrights de Bertrand Laverdure, paru à La Peuplade. Ces deux romans donc présentent en effet des narrateurs pour le moins protéiformes, qui s'auto-rafistolent et se recomposent aidés de différentes prothèses, ou encore qui changent continuellement d'enveloppe physique à l'image de courants, ou d'impulsions électriques capables d'animer les objets les plus divers. Dans ces romans, les narrateurs semblent tous les deux vivre dans une sorte de présent amnésique, a priori libérés de toute contrainte spatio-temporelle. La scène énonciative de leur récit apparaît difficilement situable. Dans Très grande surface, le narrateur nous parle depuis ce qui semble être un centre commercial qui s'étend à l'infini, alors que le narrateur du Bureau universel des copyrights est constamment télescopé, sans aucune transition entre Bruxelles et Montréal. Comment tracer un portrait robot, excusez le jeu de mots, de ces narrateurs machiniques qui peuplent les fictions actuelles, avec leur corps automate, leur trajectoire aléatoire et machinale, leur intentionnalité programmée, leur voix automatique, leurs ancrages énonciatifs éthérés et leurs récits tressautants comme des disques rayés. Ces narrateurs semblent émancipés aussi des contingences humaines que sont l'identité stable et indissoluble, les affres de la douleur, de la fatigue, la finitude du corps ou encore la crainte de l'avenir. Ils ne sont pas assujettis à toutes ces contraintes, nous semble-t-il. Par cette courte analyse, je tenterai de cerner comment cette dimension machinique des narrateurs contamine leur corps, leur perception et leur quête, et d'une manière plus englobante, leur récit aussi, qui s'avère marqué par la disjonction, la fragmentation ou encore la répétition. De même, je chercherai à montrer en quoi ces représentations actuelles du narrateur machinique cristallisent une forme d'obsession toute contemporaine pour ce que Tristan Garcia appelle la vie intense dans son essai du même nom.
Donc, voici ce que nous dit Tristan Gardia au sujet de cette obsession que serait la vie intense. Voici ce que la société libérale occidentale nous a promis de devenir, des hommes intenses, ou plus exactement, des hommes dont le sens existentiel est l'intensification de toutes les fonctions vitales. Pour Garcia, et je le cite encore, nous incarnons en effet depuis quelques siècles un certain type d'humanité. Des hommes et des femmes formés à la recherche d'intensification plutôt que de transcendance. Ce que nous sommes encouragés à appeler de nos vœux, c'est une maximalisation de tout notre être. On reconnaît presque là des échos à l'homme multiplié de Marinetti. Dans son manifeste du futurisme, paru en 1911, il affirmait, et je le cite pour le plaisir, « Avec nous commence le règne de l'homme aux racines coupées. L'homme multiplié qui se mêle au fer, se nourrit d'électricité et ne comprend plus que la volupté du danger et de l'héroïsme au quotidien. » Cette figure du narrateur machinique, qu'elle prenne la forme d'un Frankenstein biomécanique et increvable, d'un automate imperturbable, ou encore qu'il se présente comme un flux d'énergie, une sorte d'onde électrique capable d'animer les êtres et les choses. Donc, toutes ces figures du narrateur machinique, c'est l'homme en hypothèse, agissent comme autant d'incarnations de cet idéal purement formel et peut-être un peu vide, qui anime l'homme contemporain et que résume bien Tristan Garcia. Cet idéal consiste, et il le dit dans une phrase courte et lapidaire, cet idéal consiste à être intensément ce que l'on est. Quelques mots d'abord sur l'intrigue de ces deux romans qui résistent à l'exercice du résumé. Il faut bien le dire, le niveau de lisibilité est tout à fait erratique dans ces romans. Donc, dans Bureau universel des copyrights, on voit le narrateur, un homme un peu étrange, qui se déplace et se démembre entre Bruxelles et Montréal. L'espace où il circule est tout à fait poreux. Les villes et les lieux qu'il parcourt se succèdent et se télescopent sans aucune transition, il faut bien le noter. Tout débute donc au Café Sirio à Bruxelles, puis très vite on le retrouve au Parc La Fontaine à Montréal, puis ensuite dans une station de tramway flamande, puis sur la place Saint-Gilles à Bruxelles, puis dans un délicatessen 24 heures dans les Galeries Saint-Hubert, puis dans une salle de cinéma, puis encore au musée Erasme, de nouveau à Bruxelles, ou encore au Parc Émilie-Gamelin, de nouveau à Montréal. Donc tout va très vite dans ce roman qui est saccadé. Les lieux se chevauchent, le narrateur n'est maître de rien. Il est constamment assailli, attaqué, démembré, presque noyé. Il est en proie à une sorte de présent insistant et violent qui n'en finit pas de rejouer les mêmes événements, les mêmes crises. Et pourtant, il avance malgré tout, il persiste, il claudique, il chute, il avance sans se poser de questions, comme une machine bien huilée qui s'achemine, l'air de rien, vers le Bureau universel des copyrights, une sorte d'édifice magistral où tout converge, un véritable entrepôt souterrain de l'imaginaire, où, je cite, « Chaque mot, chaque matière, chaque objet, chaque lettre, chaque parcelle de vie, chaque idée, chaque personnage a son copyright. » Donc, dans cet entrepôt où tout est conservé, noté et breveté. L'espace dans ce roman a une dimension spectaculaire, BDesque, cinématographique. Il apparaît comme un condensé de références à d'autres œuvres de fiction, recyclées dans un univers marchand, plutôt dégradant. D'ailleurs, on y voit Bécassine et Mafalda se prostituer. Ou encore le Schtroumpf farceur, recyclé en une sorte de terroriste de bas étage. Très grande surface maintenant. Paru en 2004 aux éditions Léo Cher, Très grande surface présente plutôt un narrateur évanescent et polymorphe qui erre perdu dans les ramifications d'un centre commercial qui s'étend à l'infini. Son voyage frénétique est campé dans un cadre spatio-temporel aux propriétés indéfinies. L'espace se présente à la fois, et je le cite, comme un continuum, un hyperespace de consommation sans limite. Dans le roman, les personnages et les marchandises se confondent et se superposent. Leur voix et leur subjectivité se relaient d'ailleurs indistinctement dans un flux ininterrompu qui contamine et envahit la narration au point de rendre caduque la notion d'identité narrative. Ainsi, le narrateur, lorsqu'il ne se présente pas comme un enfant, ou comme une mère de famille qui pousse un caddie, ou encore comme une poupée, ou comme un pomelo, eh bien, il se présente aussi comme vif-argent, un cheval qui, je cite, « cherche sa tête depuis qu'un assassin l'a séparé du tronc et enfermé ailleurs ». Multiple et protéiforme, le narrateur se transforme continuellement. Je le cite encore. « Des entités autour de moi me guettent. Elles m'attendent, me susurrent « tu es nous ». Je n'ai qu'à cligner de l'œil, acquiescer pour devenir l'autre face d'elle.
Quant à la trame événementielle du roman, elle se démultiplie dans un nombre incalculable de micro-événements qui se répètent à l'infini. Donc, dans cette très grande surface, des enfants naissent et disparaissent continuellement. Ils sont avalés, engloutis avant d'être recrachés et vomis. Cette multiplication d'événements et de personnages présentés sans la moindre hiérarchie rend difficilement saisissable et synthétisable la trame événementielle du roman, tant elle contribue à mettre en place une temporalité retorcée et alambiquée. Dans la conscience même du narrateur de très grande surface, et je le cite, « Les événements s'accumulent, ils ne sont pas du temps qui passe, ils ne sont pas des souvenirs. » Dans les deux romans, la disjonction et le changement d'état physique ponctuent le parcours des narrateurs et leurs récits, qui suivent une avancée mécanique, incessante, faite de reprises et de repiquages. Ces deux romans mettent ainsi non seulement en scène le délitement de l'individu, mais également, on le verra maintenant, une véritable défiguration du corps humain. Le Bureau universel des copyrights présente 23 chapitres qui respectent un principe général de disjonction et de rupture, occasionné le plus souvent par une crise. Donc, plus exactement, chaque chapitre se termine par une perturbation, un changement d'état brusque qui porte atteinte à l'intégrité physique et cognitive du narrateur. Ainsi, chaque chapitre se clôt par la perte d'un membre ou la perte de conscience du narrateur, ou encore par l'explosion, la combustion, la dissolution d'un personnage qu'il rencontre, ou d'un lieu qu'il traverse. De même, chaque chapitre s'ouvre sur le ressaisissement du narrateur qui émerge d'un sommeil, d'un coma, d'un état cognitif incertain, dans un lieu à chaque fois nouveau. Donc, à la disjonction cognitive du narrateur répond la rupture spatiale et narrative du récit. Au fil des chapitres, le narrateur perd donc ses auriculaires, qu'il met dans une boîte qui lui explose en plein visage, puis il se fait trancher un bras par un espadon décoratif dans le Delicatessen 24 heures, puis il reçoit en cadeau une première prothèse, un curieux bras en chocolat contenu dans un moule culinaire sophistiqué. Et je cite, « L'objet, qui ressemble à un bras de taille moyenne, est divisé en 4 parties qui s'emboîtent à l'aide de taquets amovibles. C'est une espèce de coquille en métal munie d'une main articulée. » Au fil de ses pérégrinations, le narrateur se noie presque, puis reprend conscience en bordure d'un puits sans fond, similaire, nous dit-il, similaire à ce puits dans lequel dégringole Luke Skywalker avec son bras en moins. Puis il perd un autre bras lors de l'explosion d'un fonctionnaire du Bureau universel et s'en fait greffer un autre, fait de livres sculptés par un rabibocheur médiocre, une sorte de malfaiteur narratif qui s'est immiscé dans la fiction. Le narrateur perdra également les yeux, mangés par des corbeaux au bec curieusement pixelisé. Il se fera aussi trancher la tête dans des circonstances tout aussi ahurissantes, alors qu'un certain Nestorius Didi le décapitera et remplacera sa tête par celle de la statue du médecin canadien Norman Bethune. Donc, entre démembrement et remembrement, le narrateur du Bureau universel des copyrights avance malgré tout dans un présent qui se rejoue sans cesse. C'est à son vécu perceptif qu'il s'accroche dans ce corps sans contour net et sans limite avec lequel il se déplace. Ainsi, il s'ausculte, il se détaille, il tente d'inscrire la discontinuité de son corps dans une continuité autre. Je le cite. « Je me palpe, je m'examine, je suis entier. Enfin, tous mes rafistolages tiennent et le reste de mon corps perdure dans son état. » Si le narrateur décrit ces états successifs, il évite le plus souvent de se projeter dans l'avenir, d'imaginer une réelle issue à ces incessantes recompositions. Il ne semble qu'acquiescer et consentir mollement à sa propre dissolution. Pour le narrateur, l'éclatement, la soustraction ou encore l'effacement du corps agit comme une véritable révélation. Je le cite. « J'ai l'impression d'assister à une nouvelle figuration des corps plutôt qu'à mon souvenir des hommes, » affirme-t-il vers la fin du roman. Dans Bureau universel, la mise en scène de la prothèse et du corps démembré s'inscrit dans une logique plus générale, je n'aurai pas le temps de l'examiner aujourd'hui, mais de déconstruction des images, des icônes, des fétiches et des artifices. En témoignent les diverses allusions à des icônes abîmées, à des bustes de cire fondus ou à des statues décapitées. Le roman, tout comme le personnage, y sont mis à mal. Leur mécanique y est à la fois exhibée et démontée.
Dans Très grande surface, maintenant, c'est moins par la figure du corps rafistolé que par l'absence d'identité narrative fixe ou de corps précis que se caractérise le narrateur. En effet, il se présente moins sous le signe de la recomposition que sous celui de la dispersion. Sa voix s'apparente à un flux électrique voué à circuler d'un corps à l'autre, programmé pour animer n'importe quelle marchandise. Au tout début du roman, on apprend qu'il peut se disperser quand bon lui semble au gré des événements. Je le cite. « Je me suis dispersé un peu plus loin, là où les conserves tapissent le sol d'images criardes, très rouges. Ma tête a disparu, mon ventre est ouvert, l'intérieur posé dehors. Mes 2 pieds sont tranchés. » Il faut dire aussi que parfois, il se présente aussi comme un fruit que l'on peut goûter dans la très grande surface. Donc, il est coupé en quartiers et répandu et avalé par d'autres clients. Donc, dans le cas présent, le dispersement spatial du corps, combiné à la métaphore de son démembrement, n'est pas sans rappeler la structure même du roman Très grande surface, qui se présente comme étant amputé, en quelque sorte, de ces 2 extrémités textuelles canoniques. Donc, on dirait qu'il n'y a pas vraiment d'incipit ni d'excipit à ce roman. On pourrait lire n'importe quel chapitre et commencer par là, et on pourrait rentrer dans le roman par n'importe quelle extrémité, si l'on peut dire. Donc, c'est ça, c'est l'incipit inaugural et clausulaire sont remplacés par une multitude d'incipits et d'excipits internes disséminés tout au long du récit. Donc, à ce motif du morcellement corporel s'ajoute celui de l'interchangeabilité des corps, qui n'est pas sans rappeler l'interchangeabilité des chapitres de ce roman. Ainsi, à l'incipit du 23e chapitre, on peut lire « Je reconnais le bras qui pend le long de mon corps squelettique. Le corps n'est pas le mien, mais le bras est à moi. Je n'aime pas avoir à dire « ceci m'appartient » et je veux récupérer mon intégrité physique. N'importe qui le comprend bien. Cela ne m'empêche pas de tenter de glisser d'autres corps en nous. Donc, l'indistinction de l'identité narrative se profile tout au long du récit, notamment grâce à cette oscillation de la voix narrative qui hésite entre le « je » et le « nous ». Nous sommes faits de briques et de brocs dans des matériaux disparates, nous dit à un moment le narrateur. À l'image des chapitres du roman qui se succèdent en cherchant à se rejoindre et à se confondre par le biais de répétitions et de ressassement, les corps du narrateur se défont et cherchent à se réassembler selon de nouvelles configurations. Je le cite. « Nous sommes une quantité de pas tout à fait, des bribes de misérable chair enlacées à d'autres nous-mêmes, à espérer quelque avancement de la situation. » Je le cite encore une fois, « Les corps du voisinage se défont à vitesse ultra rapide. Ce sont des morceaux de moi et des morceaux d'un autre que je ne connais pas. Des morceaux d'une quantité que je ne connais pas et qui se souvient. » Le corps du narrateur se présente comme une enveloppe sans contour. Il apparaît en quelque sorte dépourvu de seuil biologique. Au cours du récit, des techniciens qui travaillent dans la très grande surface lui confirment d'ailleurs qu'il ne possède ni bouche, ni tube digestif, ni anus. L'absence de seuil et de frontières inscrite à même son corps, prisonnier d'un endroit médian, d'un entre-deux allocalisable, le narrateur poursuit sa quête ambiguë vers la sortie de cette très grande surface, mais aussi vers l'extrémité des mots, nous dit-il, vers la fin du roman, sans jamais y parvenir. Après s'être intéressé à la défiguration du corps humain, je propose d'examiner les reconfigurations de la notion de quête, qu'appelle cette représentation de narrateur machinique, qui semble dépourvu d'intentionnalité. Dans Bureau universel des copyrights, le narrateur ne semble pas agir. Il réagit et s'adapte aux ruptures et aux disjonctions que lui impose son environnement. Ses avancées et ses bifurcations ne sont le plus souvent que des spasmes moteurs, des mouvements aléatoires. Le récit est entièrement configuré par ces déplacements du narrateur qui se meut dans un présent amnésique et sans projection, dans une spatialité immédiate, sans perspective englobante. Le présent l'absorbe entièrement. Je le cite. « J'habite ici et maintenant, sans une seconde de décalage, au foyer d'un objectif habituellement flou. » Les gestes du narrateur sont des automatismes. Son rapport au temps et à l'espace semble entièrement désubjectivé. Il affirme, et je le cite, « n'être plus qu'une sorte de borne mouvante qui fait son chemin dans la ville. » Flux, déplacement, processus. Dans ce roman, l'espace est entièrement configuré par le mouvement. Il n'est pas parcouru selon des trajectoires pensées, réfléchies et cadastrées ou des intentions précises, mais bien arpenté au gré des impulsions, des vitesses et des ralentissements qui régissent l'avancée du narrateur. Je le cite. « Je marche avec une lenteur à la Wong Kar-wai.
Toute la mécanique de mes os s'enclenche au ralenti. Je vois venir le sol, je le suppute, je l'anticipe, je lève mes yeux, je croise des regards. J'ai la forte impression de participer à la complétude d'un monde parallèle, coincé dans mon cubicule de témoin observateur détaché du reste du monde. Comme un automate, le narrateur du Bureau universel traverse le monde sans anticipation, puisqu'il habite un présent perpétuel. Dépourvu de destination précise, il se cadence, nous dit-il, dans une temporalité indépassable, dans un ici constamment reconfiguré. Les trajectoires du narrateur de très grande surface sont beaucoup plus difficiles à circonscrire, de même que sa quête, puisqu'il évolue dans un corps et un lieu sans contour. Prenant le parti du changement, de la malléabilité identitaire, le narrateur en vient donc à expliquer comment, et je le cite, « Des statistiques très fines ont souligné la corrélation entre le fait de changer d'apparence et celui de résister aux assauts du monde ennemi. Changer stimule les défenses et rend l'organisme plus résistant à ses infiltrations protéiformes. Il faut aimer le changement. Aimer le changement sauve les apparences du monde ultra-libre. » Ce sévère exercice de dépersonnalisation n'est pas sans conséquence pour le narrateur. Inévitablement, l'accumulation de dérèglements spatiaux, corporels, identitaires ayant cours dans la très grande surface affecte son rapport au temps jusqu'à provoquer l'oubli et la dissolution de soi dans l'amnésie. Ainsi, le narrateur acquiert graduellement la certitude que le temps tourne en boucle. À mesure que le récit avance, le temps se déstructure, perd de sa linéarité pour en arriver à se replier sur lui-même. On peut avancer que le narrateur de très grande surface pousse à son maximum l'idéal et la logique de l'homme intense, qui devient une pure intensité, une sorte de flux ou d'impulsion, un processus subjectif émancipé des contraintes physiques, spatiales et temporelles qui conditionnent l'existence et le devenir humain. Dans une sorte de conclusion, ce qu'on peut dire de ces deux narrateurs, c'est que la représentation du narrateur machinique dans les fictions actuelles permet de dépasser, ça pourrait être une première hypothèse, la constante opposition entre l'énonciation scientifique et mythique, dont faisait état André Bello dans son fameux article notamment, et qu'il associe à toute représentation littéraire de l'automate. Ici, l'énonciation se veut bien davantage prosaïque. Il n'est pas anodin que les deux romans étudiés mettent en scène des mondes où règne la marchandisation et la dépossession. Très grande surface se présente comme une sorte de roman manifeste contre la réification du corps, la déification des marchandises et les outrances du capitalisme. Quant au Bureau universel des copyrights, c'est une œuvre où l'espace est saturé par un déjà-là envahissant, par des lois, des idées, des œuvres et des figures déjà pensées, imaginées, conçues et même brevetées. Le livre de Bertrand Laverture se présente comme un roman qui dit l'impossible originalité, l'utopique unicité de l'homme. Dans les deux œuvres étudiées, le narrateur machinique dessine une figure qui permet de mettre à distance cette dimension sacrée et oraculaire souvent associée à la créature artificielle. Les narrateurs se présentent comme de purs vecteurs d'intensité, poussent la logique de l'ici-maintenant jusqu'à son plus extrême représentation, qui frôle d'ailleurs l'irreprésentable. La mise en scène de ces narrateurs machiniques atteste des délitements du sujet, de ses défigurations et de ses réinventions. Il mène à une réévaluation critique du devenir humain et du libre arbitre. Dans un monde dominé par la glorification du corps émancipé de toute contrainte ou limite, par la mise en scène d'un soi constamment magnifié, et surtout dans un monde dominé par la satisfaction autotélique de nos désirs d'intensité. Voilà, merci.